Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être là. Donc, au cours de cette présentation, on va vous parler des algorithmes du machine learning. Donc, pour commencer, on va se présenter. Donc, je m'appelle Alban, je suis data ingénieur chez Xebia. Et moi c'est Yoann, je suis data scientist. Si vous ne savez pas exactement encore à quoi correspondent tous ces termes, vous inquiétez pas, vous allez le savoir à la fin. Alors, de quoi va-t-on parler? Pour commencer, on va vous faire une présentation un petit peu générale de ce que c'est le machine learning. Et on va vous illustrer ça par des cas d'utilisation. Ensuite, on va vous présenter trois grandes familles des algorithmes de machine learning, qui sont les systèmes de recommandation, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage supervisé. Alors, on n'a pas voulu faire cette présentation en faisant un catalogue de tous les algorithmes qu'on pouvait caler en 1 heure. On a plutôt voulu présenter ça sous une approche métier. Donc on va avoir un fil rouge tout au long de la présentation, on vous le présentera tout à l'heure, où donc ce sera une entreprise fictive, et de cette entreprise va avoir des problématiques, et elle va vouloir résoudre ces problématiques avec des algorithmes de machine learning. Donc on va partir de cette approche. Une fois qu'on vous aura présenté tous ces algorithmes, on vous montrera comment dans la vraie vie le machine learning est utilisé. Et ensuite, on vous présentera les nouvelles applications qui sont naissantes actuellement et qui sont plus à l'état de recherche que actuellement dans l'entreprise, mais qui, à l'avenir, se feront partie intégrante de l'entreprise. Alors, le machine learning, qu'est-ce que c'est? Déjà, dans quel cas, où est-ce qu'on le retrouve? Globalement, on peut le situer entre les maths et les stats, et le côté un peu plus informatique. Il y a beaucoup de définitions du machine learning. Nous, on aime bien celle-là, d'Arthur Samuel, qui dit que c'est le champ d'étude qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmé. Alors, quand est-ce qu'on va avoir besoin de machine learning et pourquoi? Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez observer vos données, des données que vous avez, vous allez remarquer un pattern, quelque chose qui vous semble intéressant, et vous allez vouloir le modéliser. Et donc pour cela, vous allez construire un algorithme de machine learning sur ces données, et derrière, une fois que votre algorithme sera construit, vous allez pouvoir faire des calculs dessus et en tirer de la valeur. Et ça s'applique dans plein de domaines. On vous en a cité quelques-uns, les banques, l'assurance, le marketing, ça peut être le transport, les hôtels, la téléphonie mobile. Dans tous ces domaines, on va pouvoir retrouver des cas d'utilisation du machine learning, et on va vous les présenter. Donc on va vous présenter 6 cas d'utilisation en l'occurrence. Alors par exemple, premièrement, la connaissance client. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de connaissance client? On peut faire de la segmentation client. Qu'est-ce que ça va être? On va vouloir regrouper des clients qui vont avoir les mêmes envies, les mêmes goûts, pour pouvoir, derrière, par exemple, faire une opération marketing et cibler, sur chaque groupe, faire la même opération marketing, et donc une opération différente pour chaque groupe. Ça peut être de la segmentation des usages web. On va pouvoir traquer ce que les internautes font sur le site internet, et pareil, pouvoir regrouper les gens qui utilisent plus telle feature de votre site internet, etc. Ça peut être une élaboration de score. Alors ça, c'est très classique. Typiquement, vous allez vouloir savoir si un client va avoir des chances de passer chez la concurrence, et si vous vous rendez compte qu'un client effectivement a un score fort pour aller voir ailleurs, vous allez lui offrir une autre proposition, quelque chose comme ça. Et derrière, évidemment, la satisfaction client, vous pouvez mesurer si votre client est content ou non. On peut parler par exemple de connaissance du marché, donc au champ d'application, on peut retrouver des algorithmes de machine learning. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces idées-là? Des analyses des différentes tendances du marché, analyser la concurrence, voir si notre propre marché est à la hausse ou non. Des analyses de réseaux sociaux, donc ça va permettre vraiment d'avoir une connaissance du point de vue de l'utilisateur des différents produits qu'on va pouvoir mettre à disposition. Donc on va utiliser les données Facebook, Twitter, récupérer ces informations pour en tirer vraiment de la valeur ajoutée, pour savoir qu'est-ce que le client pense de nos produits.
Analyse de sentiments, donc ça peut être corrélé tout ça avec des tweets par exemple, savoir si notre utilisateur est globalement satisfait ou pas, si d'après ces tweets, il est satisfait de mon produit ou non. Et enfin, détecter les différentes communautés, détecter des clusters d'utilisateurs pour ensuite pouvoir adresser au mieux nos différents produits. Alors, on peut également faire de l'optimisation marketing. Qu'est-ce que ça va être de l'optimisation marketing? Quand vous allez vouloir faire une campagne marketing, vous allez avoir accès à plusieurs canaux. Ça peut être du mail, du courrier, du texto, un appel, etc. Et le but, ça va être d'optimiser, savoir quels sont les canaux les plus adaptés et quelles ressources allouer à ces différents canaux. Est-ce que on va faire 90% d'envoi de texto, seulement 10%, etc. On peut parler d'analyse personnalisée, d'analyse custom. Principalement, on va principalement avoir des utilisations au niveau du targeting, du retargeting. Donc ça, c'est des notions qui vont nous permettre de cibler un client et de lui envoyer des notifications qui sont personnalisées pour lui et pas des envois de masse. Ça va être des systèmes de recommandation, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc comment recommander des produits qui vont plaire à mon client en particulier et pas forcément des produits qu'on va proposer à toute notre base de clients. Et enfin des campagnes promotionnelles, c'est-à-dire que on a tous reçu des différents spams qui ont été envoyés, on le pense, à des millions d'utilisateurs, pouvoir faire des newsletters qui soient adaptés à notre client, qui soient adaptés à ses propres envies. On peut faire de la détection. On peut faire de la détection de fraude. Ça, c'est fait énormément lorsqu'on va analyser ce qui se passe sur un réseau. De la détection d'anomalies. Ça rejoint un peu sur certains aspects la détection de fraude. De la détection de panne. Ça peut être critique d'avoir une idée de pouvoir prédire quand est-ce qu'une panne va arriver pour pouvoir la résoudre le plus rapidement possible. Ça peut être de la détection de personnes ou d'objets, typiquement un scan rétinien. Derrière, ça analyse votre œil et c'est des algorithmes de machine learning. Et enfin, dernier cas d'utilisation, donc pour avoir vraiment la vision globale des champs d'application, la prédiction. Alors, c'est presque un des plus classiques au final. Prédire, mais faire de la prédiction de vente, faire de la prédiction du trafic routier par exemple, ou prédire la consommation de mes utilisateurs dans le supermarché notamment, pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce que je vais placer mes produits, etc. Alors, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vous présenter 3 grandes familles d'algorithmes de machine learning. Donc ces 3 grandes, c'est tout d'abord le système de recommandation. Donc là, c'est assez clair, le but ça va être de recommander quelque chose à quelqu'un, par exemple. Ensuite, les 2 suivantes, donc c'est apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé. Donc là, c'est peut-être un peu plus obscur, donc je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est un apprentissage supervisé? On va vouloir faire de la prédiction et on va vouloir prédire une valeur. Donc ça peut être une valeur numérique, ça peut être une catégorie. Typiquement, lorsque vous recevez un mail, il va passer dans un algorithme de machine learning qui va déterminer si c'est un spam ou si c'est pas un spam. Et c'est un algorithme donc, qui est intégré à votre utilitaire de mail et qui va apprendre de ce que vous allez lui dire. À savoir que si vous recevez un mail et que vous le mettez en spam, ça il va l'apprendre et dès qu'un mail qui aura la même tête arrivera, il ira directement en spam. Inversement, si par accident il met un mail en spam qui pour vous n'avait pas lieu d'être ici, pareil il va apprendre et la prochaine fois il le mettra pas dans le spam. Donc ça c'est pour l'apprentissage supervisé, et l'apprentissage non supervisé c'est lorsque on va pas avoir de valeur à prédire. Et l'exemple typique ça va être de regrouper des individus en groupes. Donc c'est ce qu'on vous présentera tout à l'heure. Typiquement de la segmentation client par exemple, c'est fait avec de l'apprentissage non supervisé. Donc derrière toutes ces grandes familles, il y a un bon paquet d'algorithmes. Donc l'idée c'est pas de vous les présenter tous, là c'est juste pour que vous vous rendiez compte qu'il y a énormément d'algorithmes. Et tout l'enjeu ça va être de choisir le bon algorithme pour le bon cas d'utilisation. Parce que évidemment, il n'y a pas d'algorithme qui marche pour tous nos cas. Donc
nous, on va vous en présenter quelques-uns parmi tout cela. Et donc je vous avais dit qu'on allait partir d'un exemple métier. Donc cet exemple métier, ça va être Citron. Donc Citron, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la téléphonie mobile et qui va avoir plusieurs problématiques qu'on va vouloir résoudre avec du machine learning. Et pour commencer, Citron va vouloir faire de la recommandation. Alors, en tant qu'employé de la société Citron, on peut avoir un des cas d'utilisation du machine learning qui est derrière les systèmes de recommandation. Alors, avant de partir de ce cas particulier pour notre société, on peut distinguer plusieurs manières de faire des recommandations de produits à des clients. La première manière, et il n'y a pas vraiment de machine learning derrière, c'est ce qu'on appelle les recommandations non personnalisées. C'est-à-dire, je vais sur Amazon, je me suis acheté un téléphone, et en fait, une fois que je l'ai acheté, ou même avant de l'avoir acheté, quand je l'ai mis dans mon panier, il va me proposer plusieurs autres produits. Donc des produits qui ont été fréquemment achetés en même temps par les autres utilisateurs que celui que j'ai acheté, ou les clients qui ont déjà acheté ça ont aussi acheté tel ou tel produit. Donc ça, en fait, c'est juste du croisement des différentes ventes qui ont été faites sur le site et de proposer les best-sellers, de proposer les meilleures ventes ou de croiser avec le produit qu'on a acheté. Donc ça, c'est non personnalisé parce que c'est la même chose qui va être poussée à tous les clients. Par contre, là où il y a un peu plus d'intelligence, c'est quand on veut faire quelque chose de personnalisé. Alors moi, en tant qu'utilisateur, en tant que client de Citron, comment est-ce qu'on va me recommander des produits qui vont me plaire à moi par rapport à ce que j'ai déjà acheté? Donc en fait, pour faire ça, on va se baser sur tous les autres clients de Citron. C'est-à-dire que tous les autres clients, potentiellement, ils ont acheté les mêmes choses que moi, mais aussi acheté des choses différentes. Et donc en fonction de ce qu'ils ont aimé ou pas, je vais essayer de regrouper les clients qui me ressemblent le plus en termes de comportement d'achat, ou de visionnage de vidéos, etc. Et donc d'utiliser ceux qui me ressemblent le plus pour me proposer des produits que je n'ai pas encore vus et que ceux qui me ressemblent ont vus. Donc potentiellement, il y a différents poids de ces différents utilisateurs en fonction de ceux qui me ressemblent le plus ou non. Alors concrètement, en tant que client, j'ai différents produits dans la palette de l'entreprise. Je me suis acheté un téléphone et avec ce téléphone, j'ai aussi pris un kit main libre. Donc moi, mon retour expérience utilisateur que j'ai donné à la société, c'est que j'ai vraiment apprécié le téléphone. Par contre, le kit main libre ne m'a pas plu. Très bien. Qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir me recommander comme produit à partir de ces résultats? En fait, on va se baser sur les autres utilisateurs. Donc si je prends le deuxième, lui aussi, il a acheté le même téléphone que moi. Et aussi, il a apprécié le forfait qui était associé 100% illimité. Par contre, la coque qui était avec ne lui a pas plu. Et je fais pareil pour les autres utilisateurs. Je regarde quels sont les retours pour tous les produits de mon catalogue. Et en fonction de cette base, je vais essayer de regrouper, de trouver quels sont les utilisateurs qui me ressemblent le plus en termes de comportement. Et donc d'utiliser ces utilisateurs pour me faire des recommandations. Donc on va chercher par exemple à savoir si je vais aimer ou non ce forfait. Alors bien sûr, il faut se rendre compte que là c'est un cas très succinct et très basique. Derrière en fait on va avoir beaucoup d'utilisateurs, potentiellement des millions, et beaucoup de produits, potentiellement des centaines, voire des milliers. Et donc au final, un utilisateur, lui, il a eu accès à une dizaine, maximum une centaine de produits en fonction des cas d'application. Et donc on se retrouve avec une matrice utilisateur-produit assez énorme, mais au final quasiment vide, ce qu'on appelle matrice sparse. Et donc tout l'enjeu, ça va être de trouver dans cette matrice les utilisateurs qui se ressemblent. Donc si je prends mes 3 lignes jaunes là, c'est visuellement des clients qui vont se ressembler, donc qui vont apprécier les mêmes produits et ne pas aimer aussi les mêmes produits. Et donc à partir de ça, si je veux faire une recommandation pour mon produit numéro 18 à l'utilisateur numéro 7, je vais me baser sur ces clients qui me ressemblent le plus. Et donc je vais essayer de savoir quelle est la recommandation que je vais faire pour ce produit-là. Bon, on se rend compte que ce sera quelque chose de plutôt positif visuellement. Il faut se rendre compte qu'il y a derrière une matrice beaucoup plus impressionnante. Comment je vais faire cette recommandation? C'est pas juste visuellement à regarder ce qui se passe. Je vais prendre ma matrice, vu qu'il y a beaucoup de vide dedans, je ne peux pas l'utiliser telle quelle, je vais essayer de l'approximer en faisant par le produit de 2 matrices. 2 matrices qui cette fois vont être plus petites mais denses. Donc en fait je vais essayer de représenter cette matrice là en termes de comportement d'utilisateur, donc
trouver ce qu'on appelle des facteurs latents, donc des caractéristiques qui me représentent en termes de comportement pour l'utilisateur, et pareil pour les produits. Et donc cette produit matricielle est censée approximer au mieux les produits qu'il y a dans ma matrice, et donc on va pouvoir utiliser ça pour faire les recommandations pour les produits où il n'y a pas d'éléments dans la matrice. Et donc si je veux recommander le même produit que tout à l'heure, il suffit de prendre les vecteurs associés à l'utilisateur, les vecteurs associés au produit, de faire le produit matriciel, et là je peux vraiment faire ma recommandation en simple produit matriciel. Et donc c'est comme ça qu'on va recommander mes produits. Et donc au final, en revenant sur notre exemple de citron, eh bien, on va voir que ce produit, ce forfait, je vais vraisemblablement l'apprécier parce que ceux qui me ressemblent l'ont apprécié. Donc ça c'était pour la première partie, système de recommandation. C'est juste un exemple. Là c'était le filtrage collaboratif. Il y a d'autres approches pour faire des systèmes de recommandation. Encore une fois, c'est juste pour faire un cas d'usage. Et donc maintenant on va passer au deuxième cas d'usage, donc parlant d'apprentissage non supervisé. Alors, on va repartir de notre ami Citron. Et Citron va lancer des nouveaux forfaits. Les forfaits Paperplane. Et seulement, donc la campagne marketing est prête, tout est prêt. Il y a juste que les forfaits n'ont pas encore été construits. Et l'idée, ça va être de partir des données clients pour construire des forfaits qui correspondent le mieux aux envies de nos clients. Donc, quelles sont les données qu'on va utiliser? Donc, pour chaque client, on va avoir sa consommation moyenne par mois, on va avoir sa consommation de data et sa consommation d'appels. Donc, en partant de là, ce qu'on fait, c'est que on va tracer ces points sur un graphe. Donc, on se retrouve ici, chaque point représente un utilisateur. On a en abscisse la consommation de données, en ordonnée le temps d'appel. Et bien là, visuellement, on va voir que on a trois groupes, un ici et un ici. Et le but, ce qu'on va vouloir faire, c'est construire trois forfaits et que ces trois forfaits, eh ben, chacun représente le mieux les envies des utilisateurs. Donc le but, on va modéliser ces trois forfaits par trois points qu'on va mettre aléatoirement dans notre plan. Donc ces trois points représentent nos trois forfaits et on veut qu'ils soient le plus proche des utilisateurs. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Chacun des points, on va vouloir les mettre au milieu d'un des groupes. Vous me suivez? Très bien. Alors donc, c'est là que l'algorithme commence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va affecter chacun des utilisateurs à son centroïde le plus proche. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, si on en reste là, on voit que tous les utilisateurs en vert vont être affectés à ce point-là, tous les utilisateurs en bleu à ce point-là, tous les utilisateurs en rouge à ce point-là. Donc là, on voit bien que c'est pas du tout ce dont on a envie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer tous nos points et on va les mettre au centre de chacun des clusters. Donc, désormais, on a ce point-là qui est au centre de tous les points verts, celui-là au centre de tous les points bleus, celui-là au centre de tous les points rouges. Et là, on réitère ce qu'on a fait précédemment, à savoir qu'on va réaffecter chaque point, chaque utilisateur, au point noir le plus proche. Donc on arrive à ça, c'est déjà mieux, mais c'est pas encore satisfaisant. Du coup, on réitère le processus, on rebouge les centres, on réaffecte les points, tous les utilisateurs au point le plus proche. C'est bien, c'est pas encore ça, et on va réitérer le processus jusqu'à que les centres arrêtent de bouger, tout simplement. Donc on les rebouge, on réaffecte, et là on a fini. Et là, eh ben, on voit bien que tous les groupes, tous les pâtés, disons, sont dans des groupes de couleurs distincts. Et donc à partir de là, bah, on a trouvé les valeurs qui vont pouvoir nous permettre de créer les nouveaux forfaits. Donc voilà, c'était la dernière étape. Et en récupérant les coordonnées des trois centroïdes, eh ben, on se rend compte que, en moyenne, les utilisateurs qui étaient en rouge consomment 1,56 gigaoctets de données par mois et appellent 1h07.
ceux qui étaient dans le cluster bleu 4 Go et 3h04, et ceux qui étaient dans le cluster vert 8 Go et quasiment 4 heures. À partir de ça, on lisse nos résultats pour avoir quelque chose de présentable, et on se retrouve avec nos nouveaux forfaits qu'on a créés à partir de notre base de données client. Comment ça va se passer réellement et en termes d'implémentation? Lorsqu'on va avoir on va partir de données, donc là ce qu'on avait c'était la consommation. On va avoir une première étape qui s'appelle le feature engineering, on y reviendra, qui consiste à nettoyer les données, à les rendre exploitables par l'algorithme. Derrière, on va construire notre algorithme de machine learning qui va nous sortir un modèle. Et qu'est-ce qui va passer lorsqu'on va vouloir faire de la prédiction? De nouvelles données vont arriver. On va repasser par cette étape de feature engineering de manière à avoir le même type de données qu'on avait précédemment. On va les passer dans notre modèle pour faire de la prédiction. Donc concrètement, si on a un client à qui on veut proposer, disons plutôt, un des forfaits qu'on vient de créer, eh ben, on va prendre ces données, on va regarder selon notre algorithme à quel cluster, à quel point, donc du coup quel point noir il est le plus proche, et on va lui proposer le forfait le plus adapté à ses besoins. Donc ça c'était l'apprentissage non supervisé. L'algorithme que je vous ai présenté, il s'appelle le K-means. C'est du clustering, c'est l'algorithme le plus classique lorsqu'on fait de l'apprentissage non supervisé. Et désormais, on va vous présenter l'apprentissage supervisé. Alors au contraire du non supervisé qu'on vient de voir avec Alban, cette fois on va essayer de prédire une valeur, avoir une cible qu'on va chercher à prédire. Donc ça peut être soit quelque chose de continu, ce qu'on va appeler la régression, ou une variable catégorielle, ce que je vais voir tout à l'heure avec la classification. Donc la régression, si on reprend notre cher citron, une fois qu'on a nos forfaits, on va quand même essayer de chercher à faire des études un peu annexes, et donc on va essayer d'analyser avec les forfaits qu'on a déjà en place les prix de ces forfaits en fonction de l'âge de nos clients. Donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser comme données? Ça va être par exemple, si on veut faire en fonction de l'âge, ça va être l'âge du client, et on va chercher à prédire le prix. Concrètement, ça peut nous donner quelque chose comme ça. Donc globalement, des prix de forfait qui en moyenne augmentent avec l'âge, puis à partir d'un certain âge, le prix des forfaits diminue. C'est totalement fake, hein. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de construire un modèle qui nous permet d'apprendre, d'approximer au mieux cette courbe de prix en fonction de l'âge. Donc l'objectif, ça va être de construire un estimateur, une combinaison linéaire des différentes caractéristiques, donc ici de l'âge, qui va approximer au mieux nos données ici, mais ne pas non plus coller exactement à chaque point, parce que ça veut dire qu'on aura appris aussi le bruit qui est autour. Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle le compromis entre le biais et la variance. Si on a quelque chose comme ça en résultat, là en fait, on va avoir un biais assez important, puisqu'on a beaucoup d'erreurs de prédiction, mais une variance assez faible, puisque on a quelque chose de très linéaire. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'underfitting. Si par contre, on colle énormément aux données à notre base d'apprentissage, donc là, en fait, on va avoir un biais assez faible, puisqu'on colle beaucoup à nos données d'apprentissage, mais par contre, une variance extrêmement forte, on a quasiment modélisé le bruit qu'il y a dans nos données. Et donc ça, c'est très mauvais, parce que si on a des nouvelles données qui arrivent, et bien en fait, si ça se trouve, on va arriver sur ce pic ici, prédire quelque chose de totalement trop élevé, parce qu'en fait, il y avait une anomalie, un outlier, et on l'a modélisé dans notre phase d'apprentissage. Et donc, en trouvant le bon compromis entre les deux, on peut modéliser, on peut réussir à approximer notre fonction, notre combinaison linéaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la régression linéaire. Une fois qu'on a ce modèle, comment on l'utilise pour faire de la prédiction? C'est de manière toute bête, hein. Si j'ai un utilisateur qui a 45 ans, il suffit de prendre ma courbe, donc je vais avoir j'utilise cette courbe-là pour utiliser les différents paramètres que j'ai appris et faire ma prédiction directement du prix du plan téléphonique que je pense qu'un utilisateur serait prêt à payer. Ça, c'était pour la régression. Donc on cherche à modéliser une variable continue. Pour la classification, là le problème est différent.
on va prendre un autre cas de figure. J'ai mes nouveaux forfaits, très bien. Et donc je vais essayer de modéliser quelle est la part de clients qui vont changer leur forfait actuel pour aller vers les nouveaux forfaits qu'on va proposer. Et donc ça, en fait, on va construire un modèle de machine learning pour prédire ça. On va se baser sur notre historique de données. Dans notre histoire, on a déjà eu affaire à des changements de forfait. On va essayer de repérer quels sont les clients qui ont changé ou non de forfait en fonction de caractéristiques de caractéristiques métiers qu'on va trouver nous-mêmes. On peut prendre comme caractéristique par exemple le ratio des datas consommées sur sa data disponible dans son forfait. Donc potentiellement, si quelqu'un n'arrête pas de dépasser son forfait, il va avoir un ratio plus grand que 1, et donc il va être potentiellement intéressé à changer de forfait pour que ce soit plus adapté. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Potentiellement, des gens qui ont un ratio relativement faible vont pas être amenés à changer énormément de forfait. Par contre, ceux qui sont régulièrement en dépassement de forfait vont vouloir changer. On pourrait avoir une approche toute bête, donc de vouloir modéliser ça de manière stricte, avec un créneau. Donc moi je dis à partir d'un ratio de 0,7, tout le monde va changer de forfait, en étant conscient que derrière il y aura des erreurs. Ou essayer de faire une modélisation un peu plus souple. Et donc ça va être la régression logistique, donc d'essayer d'approximer une fonction qu'on appelle sigmoïde qui va être un peu plus proche de la réalité, c'est-à-dire globalement très faible quand on se rapproche des ratios faibles, très proche de 1 quand on est dans la ratio fort, mais par contre entre les deux, de pouvoir représenter le pourcentage de personnes qui changent actuellement de forfait. Et donc ça ensuite, une fois qu'on a réussi à modéliser ça, on peut utiliser pour des nouvelles données faire de la prédiction. Donc si j'ai un ratio de 0,5, je vais prédire que avec une probabilité de 20%, mon client va changer de forfait. Et donc ça va changer de tout à l'heure notre créneau tout bête qui va nous dire non, il ne changera pas de forfait. Là on va dire je pense qu'il ne va pas changer de forfait et j'ai 80% de certitude qu'il ne va pas changer. Si derrière on a des données avec une structure un peu plus compliquée, donc c'est-à-dire un autre client, de plusieurs autres clients, on se rend compte qu'avec un ratio plus faible, ils vont être amenés aussi à changer de forfait. Ce qui peut se comprendre, si on n'utilise quasiment rien dans notre forfait, potentiellement on va changer pour prendre une offre un peu plus adaptée. Et donc au final, on avait une structure plutôt comme ça. Et donc là, notre régression logistique ne va pas forcément être la plus adaptée, donc c'est là qu'il faut bien choisir les algorithmes. Et donc on va prendre une autre approche. On va essayer de construire des règles à partir de ces données qui vont nous permettre de prédire au mieux si le client va changer de forfait ou pas. Et donc là, on va construire ce qu'on appelle un arbre de décision. Cet arbre, c'est construit de manière itérative. On commence avec la classe la plus représentée. Et donc ici, on va dire que les personnes qui vont changer de forfait étaient les plus représentées. Et donc au début, on prédit que tout le monde change. Bon, forcément, c'est faux. Et ensuite, au fur et à mesure, on va essayer de couper nos données à partir des caractéristiques pour que les groupes qu'on va créer, les sous-groupes de données, soient les plus homogènes possibles. Et donc on va couper par exemple ici à 0,7. On se rend compte qu'au-delà de 0,7, on a quand même un ensemble de données qui majoritairement va changer de forfait. Et en delà de ça, des gens qui majoritairement ne vont pas changer. Par contre, on se rend compte qu'on a quand même des erreurs, surtout dans la partie non, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc on réitère le processus. Notre arbre de décision va trouver la séparation des données qui va nous faire des sous-groupes optimaux en termes d'homogénéité. Et donc recouper ici, par exemple, à un ratio de 0,2. Et donc au final, on a construit quelque chose de plus stable. On peut encore aller plus loin, mais il faut faire attention à ne pas apprendre par cœur encore une fois cette base. Construire un arbre de décision de cette manière-là. Et ensuite, une fois qu'on a appris ces règles, donc ça c'est un apprentissage, ça change de l'apprentissage métier des règles qu'on va fixer nous en brut, l'algorithme va apprendre automatiquement ces règles et on va pouvoir les utiliser en phase de prédiction. Je reprends mon arbre, j'ai un client avec un ratio de 0,45, pour savoir s'il va changer ou non de forfait, il suffit de reparcourir l'arbre. Donc c'est en dessous de 0,7, ok, j'ai encore une étape, c'est au-delà de 0,2, ok, donc je pense qu'il ne va pas changer de forfait. Donc là, une fois que l'arbre est construit, ça reste un ensemble de règles métiers qu'on peut appliquer à d'autres utilisateurs. Si on va un peu plus loin dans des modèles un peu plus compliqués,
quand on a plus de caractéristiques, plus de données, et qu'on veut faire quelque chose de plus robuste, on va prendre l'exemple des random forests. Donc en fait, un arbre, c'est bien. D'en avoir toute une communauté, c'est encore mieux. On va avoir quelque chose de plus stable. Si je demande à quelqu'un dans la salle de deviner mon âge, même si je suis très jeune, vous allez potentiellement vous tromper dans votre prédiction. Si je demande à toute la salle d'estimer mon âge et que je prends la moyenne de tout le monde, je vais quand même être plus serein sur le fait que vous avez bien deviné mon âge. Même s'il y a une personne qui a prédit que j'avais 55 ans, dans la masse, il ne va pas avoir un poids très important. Et donc c'est le principe de Random Forest. On va créer plusieurs aires de décision et tous les utiliser en phase de prédiction et prendre la classe majoritaire ou la moyenne des prédictions. Donc le principe, en fait, on ne va pas construire tous les arbres de la même manière. On va sélectionner aléatoirement un sous-ensemble de ma base de données et sélectionner aléatoirement un sous-ensemble de mes caractéristiques. Donc en fait, on va s'amputer volontairement d'une certaine partie des informations. Pourquoi? Parce que comme ça, on modélise un peu plus l'aspect aléatoire de nos données. Et donc même si on n'a pas eu de bol, on a pris un sous-ensemble vraiment dégueulasse de données et des features qui ne sont pas intéressantes, ce sera un arbre parmi 500. Et donc du coup, globalement, on va avoir quelque chose de plus robuste. Si on reprend la phase globale de traitement des données et de prédiction, c'est exactement la même que tout à l'heure, sauf qu'en fait, on rajoute les labels. Donc en régression, ça va être notre variable continue du prix. En classification, ça va être la classe 0 ou 1, changement, pas changement de forfait. Donc on part de données brutes, on fait toute une phase de transformation qu'on appelle feature engineering, ça nous donne des caractéristiques qu'on va croiser dans un algorithme de machine learning, donc une régression logistique, un arbre de décision, avec les labels de notre base d'apprentissage. Dès qu'on a des nouvelles données dont on ne connaît pas la target, on fait cette phase de transformation, on l'applique au modèle qui nous fait la prédiction du label. Donc voilà, ça c'était globalement quelques algorithmes pour la partie apprentissage supervisé. Comme vous pouvez le voir, il y en a encore énormément. On vous a présenté les plus simples. Globalement, voilà, l'objectif reste le même. Les approches ne sont pas forcément les mêmes, ça dépend des cas d'application. Alors, tout ce qu'on vous a présenté là, c'est très beau. Il y a des beaux algorithmes, on peut faire de belles choses avec. Sauf que dans la réalité, c'est pas aussi simple. Et il y a plusieurs problèmes. Alors, le problème, c'est les mauvaises données. Lorsque vous allez recevoir de la donnée, elle sera jamais propre, ça n'existe pas. Il y aura des problèmes dessus et il va falloir régler ces problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces problèmes? Ça peut être des données manquantes. Ça existe depuis la nuit des temps, les données manquantes. Il faut traiter ça parce qu'un algorithme de machine learning ne peut pas gérer les données manquantes. Vous allez peut-être pouvoir traiter du texte brut si vous traitez des tweets. Si vous avez une adresse, pareil, c'est un texte brut, il faut pouvoir l'analyser pour vraiment pouvoir en tirer de la donnée. Vous allez tomber sur des aberrations. Typiquement, un exemple sur lequel je suis tombé, c'est des données. Les données, c'était un nombre, et les nombres négatifs, le signe moins était à la fin du nombre. Donc ça n'a aucun sens, et c'est pas possible de faire quelque chose avec ça, donc vous êtes obligé, pareil, de nettoyer ça. Vous allez avoir des problèmes de format de date, je pense. Lorsque vous allez récupérer des données de plusieurs sources, vous avez quasiment une chance sur une que si vous avez des dates, elles ne seront pas au même format. Et là, pareil, il va falloir processer ça, transformer les dates en quelque chose de lisible pour pouvoir les comparer entre elles. Vous allez avoir des problèmes d'encoding. Si vous récupérez des données qui viennent de pays scandinaves, par exemple, vous allez vous retrouver avec des caractères pas très sympathiques. Et il va falloir gérer ça. Donc c'est tout un tas de problèmes comme ça que, avant de pouvoir vraiment faire du machine learning, il faut traiter. Et cette étape, donc on vous en a parlé un peu sur les graphiques tout à l'heure, ça s'appelle le feature engineering. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Globalement, c'est deux grosses étapes. Une première étape, c'est une étape de nettoyage, donc c'est celle dont je viens vous parler, et qui n'est pas la plus passionnante du tout, mais malheureusement, c'est quelque chose dont on est obligé de passer par là. Donc, l'idée en ce moment, c'est plus de
d'automatiser ça, de construire des produits qui vont automatiser le nettoyage de données, c'est quelque chose d'assez complexe, mais ça permet de gagner énormément de temps ensuite. La deuxième étape du feature engineering, et qui elle est la plus passionnante, c'est le fait de construire des nouveaux indicateurs à partir de vos données. De ne pas vous contenter de juste les données que vous avez reçues, vous les avez nettoyées, vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Le but ici, c'est vraiment de créer de la valeur à partir de vos données. Et pourquoi c'est la partie qui est globale, qui prend le plus de temps chez les data scientists. Et pourquoi c'est la partie la plus intéressante? Parce que ça implique vraiment de comprendre votre donnée, de comprendre ce qu'elle veut dire, comprendre ce qu'il y a dedans, pour pouvoir réellement créer de nouvelles valeurs, plutôt que de prendre de la donnée et sans trop réfléchir, la faire passer dans un algorithme de machine learning et récupérer un résultat derrière. Et donc une fois que vous êtes passé par ces deux étapes, vous pouvez vous amuser, expérimenter des modèles de machine learning, voir lesquels sont les plus pertinents, lesquels sont les plus efficaces, etc. Alors, avec quoi on fait ça concrètement? Parce que vous vous doutez bien qu'on ne va pas exécuter des algorithmes à la main. Les technologies les plus utilisées actuellement, donc voilà, le but c'est d'avoir les bons outils, et les bons outils, c'est ces deux-là. Alors c'est nos amis Python et R, donc qui sont les deux langages les plus utilisés par les data scientists. Donc Python, c'est à travers la librairie scikit-learn, donc qui embarque une quantité énorme d'algorithmes de machine learning. Vous pourrez globalement trouver tout ce dont vous avez besoin là-dedans. R, peut-être que vous êtes moins familier avec ce langage, c'est un langage statistique, donc d'analyse statistique, qui fonctionne à base de packages. Donc il y a, je crois, quelque chose comme 6000 packages qui sont disponibles. Et donc chaque algorithme a son package et vous allez pouvoir trouver absolument tout ce dont vous avez besoin avec ça. Alors ces deux langages, ils sont très bien. Ils ont une limite, c'est la mémoire. Savoir que ça implique que vos données tiennent en mémoire. Et lorsque vous allez être dans une approche un peu plus big data, Python et R, ce ne sera pas suffisant. Donc les outils actuels qui sont le plus à la mode et qui sont les plus utilisés actuellement, c'est Hadoop et Spark. Alors Hadoop, c'est le framework historique pour l'analyse de données massives, qui est de moins en moins utilisé, voire plus utilisé du tout. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement utilisé, c'est Spark. Donc je ne sais pas si... Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc c'est un nouveau framework d'analyse de données et qui a les avantages par rapport à Hadoop, c'est qu'il est plus rapide et il est beaucoup plus facile à appréhender. Et typiquement, pour un data scientist qui veut se mettre à Spark, il a la possibilité d'utiliser son ami Python et son ami R pour utiliser Spark. Chose qui n'était pas possible avec Hadoop, où là c'était forcément du Java. Donc c'est pas un langage utilisé par les data scientists. Alors, de nos jours en fait, ces dernières années, il y a eu beaucoup de beaux projets qui se sont montés autour de la data. Et maintenant, c'était plus, disons, des projets en mode recherche, en mode POC. Et la problématique actuelle, c'est de pouvoir passer l'étape d'après et de pouvoir mettre en production. Et c'est donc là où on est, et c'est que ça devient quelque chose de critique pour les entreprises d'avoir un retour sur investissement de tout l'argent qu'ils ont investi dans les projets data. Alors j'ai donné de ma personne pour rendre un peu crédible cette phrase. Voilà, donc on ne va pas gagner d'argent en exécutant la main des scripts Python, il va falloir aller plus loin. Et ça, vous n'allez pas le faire tout seul. Vous avez besoin d'une équipe pour pouvoir réaliser ça. Alors, cette équipe, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la conférence d'Amine et Julien sur comment monter un data lab. On y revient un petit peu ici. Cette équipe, globalement, il y a plusieurs profils types qui vont être nécessaires pour monter quelque chose de vraiment intéressant et orienté business. Donc, on en parle depuis tout à l'heure, data scientist, donc c'est lui qui va être là pour créer les modèles, pour triturer la donnée, pour faire les différents croisements, et donc avoir quelque chose qui va nous apporter de la plus-value. Derrière, il y a le data engineer,
qui va être là pour monitorer un petit peu le data scientist, qui va peut-être faire ces algorithmes forcément, enfin, peut-être très intéressants, mais pas forcément mettables en production très facilement. Donc, essayer de travailler avec lui pour qu'il utilise les bons outils et les bonnes méthodes de programmation pour mettre en place quelque chose qui se mettait en production facilement. Il va être aussi là pour toute la phase en amont, donc d'aller récupérer les sources de données et de faire surtout une phase de pré-traitement de la donnée. Le data architect, il va être principalement responsable de l'architecture technique sur un cluster Hadoop par exemple. Donc ça va être lui qui va être responsable des différentes configurations de notre cluster, mais aussi de l'import des différents flux de données qu'on va pouvoir mettre dans notre data lake par exemple, et donc en communication directement avec les deux autres personnes que j'ai citées. Le product owner, il va être principalement là pour être garant de la vision produit, donc de s'assurer que ce qu'on va mettre en place correspond réellement déjà à l'image de l'entreprise et correspond réellement à ce qu'on va chercher à proposer à nos clients. Et enfin, l'expert data visualisation, c'est quelqu'un de très important à plusieurs niveaux. Déjà, il faut savoir communiquer les résultats data science à nos propres équipes. Donc ça va être, on va proposer des visualisations différentes si on va parler à un DSI ou à d'autres développeurs ou d'autres data scientists, mais aussi communiquer à l'extérieur. Donc proposer des API, proposer des visualisations intéressantes et qu'on peut communiquer à l'extérieur. Et donc toute cette équipe réunie ensemble va nous permettre de travailler efficacement sur un projet data. Et donc, pas rester juste à la phase de POC, de choses, ça peut être intéressant, mais il faudrait approfondir. Donc vraiment de mettre en place un cycle de travail qui nous permette de passer de la phase exploratoire, POC, à quelque chose de mettable en production et utilisable par tout le business. Enfin, un dernier mot sur les nouvelles applications. On vous a là les différentes applications dont on vous a parlé, différents algorithmes, c'est les choses les plus classiques et les plus utilisées. Aujourd'hui, principalement les géants du web proposent des nouvelles applications, des nouveaux développements, des nouveaux algorithmes. Donc on va vous en citer juste quelques-uns. Le deep learning, on en parle beaucoup. C'est encore beaucoup un buzzword. Il faut bien comprendre que ça sert à rien de partir directement sur des approches comme ça hyper compliquées dans des applications d'entreprise. Il faut d'abord partir sur des modèles simples qu'on va pouvoir tester facilement, qu'on va pouvoir confronter à la réalité, et ensuite potentiellement, si l'utilisation en vaut la peine, partir sur des algorithmes plus compliqués tels que le deep learning. Deep learning, c'est quoi? C'est en fait un réseau de neurones. Un réseau de neurones, c'est en fait, on va essayer de modéliser globalement comment fonctionne un cerveau. Donc j'ai chaque neurone qui va être responsable d'activer un certain nombre d'informations. Ces neurones vont être connectés entre eux, et donc le deep learning, ça va être l'objectif de construire des réseaux de neurones extrêmement profonds, modélisant énormément d'informations. Donc par exemple, si on veut faire du traitement d'image, à l'entrée de notre réseau, ça va être chaque pixel de notre image, et au fur et à mesure qu'on va en profondeur dans le réseau, on va commencer à modéliser donc, des différents coins de l'image, différents morceaux, et puis commencer à voir des choses qui sont interprétable ou non. Ici on peut l'interpréter par le visage d'une personne ou une image de chat, et donc du coup au fur et à mesure qu'on va apprendre des nouvelles caractéristiques cachées, pouvoir proposer des modèles ultra performants mais aussi très durs à tuner. Et enfin on peut parler de la Google Car par exemple. Ces outils, ces voitures utilisent donc derrière des algorithmes extrêmement sophistiqués, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, mais donc il y a potentiellement du deep learning dont on va parler tout à l'heure pour analyser les différentes images et différentes vidéos qu'il y a autour de la voiture, mais aussi ce qu'on appelle du reinforcement learning, de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire notre voiture va apprendre au fur et à mesure de ses erreurs. Donc on va pas la mettre sur la route tout de suite, on va lui faire quelques tests, donc la mettre sur une route, si elle commence à dévier, on va lui mettre des pénalités pour qu'elle comprenne qu'il faut rester sur la route. Globalement, l'algorithme va apprendre au fur et à mesure de ses erreurs pour être de plus en plus robuste et de s'adapter à différentes réalités. Donc ça, c'était pour l'image globale des différentes applications. J'espère que vous en avez retenu une bonne partie et on est disponible pour toutes vos questions. Merci.
qu'on vous a pas tous endormis. Oui. Alors on n'en a pas parlé ici, mais en fait la manière de travailler, notamment un data scientist, ça va pas être juste de prendre un modèle, de lui coller les paramètres par défaut et de voir ce que ça sort. En fait, il y a tout un processus de validation. Déjà, pour un algorithme, il y a plusieurs paramètres qu'on va pouvoir utiliser. Si je prends l'exemple de l'arbre de décision, on va pouvoir avoir comme paramètre la profondeur maximale, le nombre d'éléments dans chaque feuille de l'arbre. Et donc en fait, on va faire des étapes qu'on appelle de cross-validation, de tuning de paramètres. Donc c'est-à-dire qu'on va tester notre algorithme pour plusieurs paramètres et donc prendre les combinaisons de paramètres qui va nous donner le meilleur résultat. Il faut aussi bien se rendre compte qu'il faut, si on a une base entière de données, il faut entraîner notre algorithme sur une sous-partie. Donc si je prends 75% de mes données, entraîner mon algorithme dessus et faire de la prédiction sur les données pour lesquelles on s'est pas servi pour en fait modéliser la réalité. Essayer de se dire, je fais comme si ces données-là, je ne connaissais pas la target, j'utilise mon algorithme pour faire de la prédiction et je confronte avec les vrais résultats. Et donc c'est comme ça que je sais quels sont les meilleurs paramètres que je vais pouvoir utiliser. Et après, au-delà de ça, je peux tester différents algorithmes en eux-mêmes. En fonction des cas d'utilisation, c'est pas forcément le même qu'on va utiliser, mais je peux en tester plusieurs et voir ceux qui me ressortent le meilleur résultat. En fait, ça correspond principalement parce qu'on parlait de la phase d'apprentissage. Si je reviens encore une fois dans l'exemple de construire mon arbre de décision par rapport à mes données, en fait, c'est basé sur les données que je vais apprendre automatiquement mes règles. C'est pas moi qui va fixer mes différents seuils sur lesquels je vais splitter mes données. Et donc du coup, c'est des techniques d'optimisation. C'est derrière, à chaque étape, trouver la caractéristique qui va séparer au mieux mes données. Et donc en fait, c'est la machine, c'est pas nous, c'est l'ordinateur qui apprend tout seul, à partir des données, quelles sont les différentes séparations qui vont optimiser mes résultats. C'est en cela que c'est de l'apprentissage machine, donc c'est pas nous qui vont fixer les règles métiers, on part de rien, on part juste de nos données, et donc on va construire au fur et à mesure un algorithme de plus en plus performant. Je sais pas si ça répond à votre question, du coup ouais, c'est vraiment à partir de la donnée qu'on va lui fournir, qui va apprendre automatiquement les différentes règles qu'on va pouvoir appliquer. Une fois que le modèle il est appris, on n'est plus dans le machine learning, on est dans l'utilisation du modèle pour faire de la prédiction. Dans les deux cas, supervisé ou non supervisé, il y a des marches humaines. Oui. C'est là où alors, la machine, forcément, ouais. Oui, il faut pas rester dans l'image boîte noire des algorithmes de machine learning. Là, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Derrière, l'apport humain est obligatoire, puisque le choix de l'algorithme, il faut avoir une connaissance derrière de quelles sont leurs capacités, une connaissance métier de mes données. Donc déjà, pour choisir les bons algorithmes. Et après, pour choisir les paramètres, on peut déjà partir sur une connaissance qu'on a nous. Il y a des méthodes pour automatiser ces sélections de paramètres, mais derrière, le métier, il y a un apport humain indéniable. L'aspect machine learning, c'est juste une fois qu'on a choisi, après c'est transparent pour nous, on pourrait l'utiliser en mode boîte noire, sauf qu'il vaut mieux comprendre ce qu'il y a derrière.
Ah, on n'a peut-être pas insisté assez sur la présentation. Si je reviens sur... Voilà. Quand je reviens sur ce slide-là, en fait, la partie prédiction, ça peut être aussi utilisé dans la partie test de mes algorithmes. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que plutôt que de prendre toute la base, en fait, je vais valider mon modèle par la donnée. Donc je vais m'amputer volontairement d'une partie de ma base, 25% par exemple. Je construis mon algorithme sur les 75%, et une fois que mon algorithme est construit, je l'utilise comme si j'avais des nouvelles données qui arrivaient, soit en flux, soit des nouvelles données, pour faire de la prédiction et comparer avec la valeur réelle qui a été observée. Et donc en fait, ça c'est toute la partie d'apprentissage qui va nous permettre de mesurer quantitativement, donc avec différentes métriques pour calculer mon erreur en fonction des cas d'utilisation. Donc ça, c'est avec ce test set qu'on va pouvoir valider si votre algorithme est bon. Alors après, ça c'est la phase d'apprentissage. Une fois que j'ai appris mes bons paramètres, je considère que mon modèle est bon, mais ça ne veut pas dire qu'on peut lancer ça en prod tout de suite. Il y a d'autres étapes, on peut parler d'A/B testing. Voilà, on ne va pas lancer sur tout notre jeu de clients, notre algorithme. Ça, c'est comment optimiser notre choix de paramètres, notre choix d'algorithme par la donnée. Une fois qu'on a validé ça, il y a d'autres méthodes, d'autres aspects plus méthodologiques. Je parle d'A/B testing. On va essayer de quantifier si vraiment ça apporte de la valeur ajoutée. C'est ça. Ouais. Et on peut se retrouver dans des cas où on avait un algorithme qui, d'après la donnée, c'était quelque chose avec des très bons résultats. Finalement, l'expérience utilisateur nous montre que c'était une approche peut-être plus simple qui va plus correspondre à notre client. Je laisse mon ami répondre. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Python et R pour utiliser Spark, c'est juste c'est juste le langage qui est utilisé, mais tous les algorithmes qui sont disponibles dans scikit-learn et disponibles dans R sont pas utilisables avec Spark. Donc ce qui est fait, c'est juste des algorithmes développés pour Spark qui peuvent être utilisés avec R ou avec Python. Après, typiquement R c'est assez récent, du coup il y en a que un en fait d'algorithme qui est disponible. Python c'est plus mature là-dessus, mais oui, vous pouvez pas utiliser les algorithmes de scikit-learn ou de R sur Spark. Pourquoi? Parce que Spark est fait pour travailler sur des données parallélisées, donc réparties sur plusieurs clusters, alors que R et Python c'est des données sur une seule machine et qui tiennent en mémoire. Sauf que derrière, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que tout a été fait pour que ce soit quasiment transparent pour l'utilisateur. Si on prend une API Python de Spark, vous allez avoir MLlib ou SparkML qui va, si on choisit le même type d'algorithme, la manière de l'utiliser va être quasiment la même que sur scikit-learn. Donc la transition, le passage à l'échelle ne sera pas forcément très difficile. Il faut juste s'adapter et garder en tête que derrière, mes données ne sont pas localisées au même endroit, mais ça va être parallélisé. Mais l'abstraction, les API sont faites pour que ce soit quasiment transparent pour l'utilisateur. Donc c'est déjà intégré dedans. Ouais. C'est ça, ouais. Exactement, ouais. Exactement, ouais. En fait, après R. Ouais. C'est ça. Oui, non, ouais, tout à fait. Ouais. Après, les algorithmes ont été recodés. Ouais. Après, l'idée, plus particulièrement pour R, qui est vraiment un langage utilisé beaucoup dans la recherche, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre assez rapidement. C'est si un chercheur, par exemple, a des données qui ne tiennent pas en mémoire, il veut passer sous Spark, il va pouvoir le faire de manière extrêmement simple. Il est obligé de recoder quand même s'il a fait un algorithme machine learning avec R, par exemple, il est quand même obligé de le recoder. Voilà, il est obligé de le recoder. Après, alors pour l'algorithme qui existe sur Spark et R, c'est exactement la même syntaxe que à 2-3 caractères près, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que c'est relativement transparent. Ouais. On n'est pas obligé de le recoder en Scala ou en Java, voilà.
Donc l'approche reste la même. Alors, Spark et R nulle part parce que ça c'est sorti il y a quelques semaines. Après, bah, moi chez mon client, donc PySpark est utilisé par les data scientists. Après, c'est pas encore en prod, ça c'est sûr. Mais disons que toutes les entreprises qui se mettent à faire des projets data vont utiliser Spark. Et parallèlement à ça, les data scientists vont venir, eux, avec leur background R ou Python, et du coup vont mécaniquement utiliser PySpark ou... Ouais. Pardon, Ouais. Ouais. Alors ça, c'est juste... Ouais, ça c'est justement une des raisons pour lesquelles, qui font la force de Spark. On peut avoir classiquement des personnes qui ont beaucoup de volumétrie et qui vont faire des jobs en Hive ou en Pig et après repasser sur de ces kits-là en du R. Quand on utilise Spark, l'avantage c'est qu'on peut faire toute la chaîne de traitement avec le même outil. Donc Spark va nous proposer des outils pour aller chercher les données sur le cluster sur HDFS et ensuite on va pouvoir utiliser le même outil pour la nettoyer, faire des croisements, et ensuite utiliser les API de machine learning, faire vraiment des modèles prédictifs. Et donc du coup, ça permet de mettre en place des pipelines automatiques, une fois qu'on a validé toutes les étapes, d'utiliser quasiment un seul objet, la pipeline, qui nous permet de faire toute cette phase de pré-traitement, de croisement et d'apprentissage. Alors justement, c'est fait pour que ce soit du code propre, industrialisable facilement. Contrairement à un algorithme en R qu'on va peut-être difficilement mettre sérialiser, mettre en production facilement. Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, il y avait une question là. Mmh. Alors en fait, il y a un langage standard pour sérialiser les algorithmes de machine learning. Alors là, le nom m'échappe, mais PMML, non, c'est... Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, alors c'est pas extrêmement utilisé actuellement, mais ouais, ça, c'est quelque chose qui existe et qui, je pense, va pas mal grimper parce que oui, effectivement, c'est un problème. Et donc, ouais, il y a la possibilité de sérialiser un algorithme de machine learning et de l'écrire sur disque, tout simplement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus gros du travail, c'est la phase de construction de ce modèle. Et donc, du coup, la phase de tuning des paramètres, de sélection de l'algorithme. Donc là, potentiellement, ça va être des jobs qui vont tourner assez longtemps pour construire un modèle optimisé. Une fois que le modèle il est construit, un arbre de décision, on l'a vu tout à l'heure, c'est un ensemble de règles. Donc on peut l'utiliser. Une fois que c'est appris, le passage pour de la prédiction est très, très simple. Et donc il y a des outils pour réaliser ces modèles-là de manière de plus en plus standard. C'est toujours en cours de développement, mais ça se standardise de plus en plus. Ouais. Alors ça, il n'y a pas d'outil à proprement parler de monitoring. Ce que tu vas faire, en fait, c'est une fois que ton modèle il est en production, tu vas le confronter régulièrement à la réalité. Donc potentiellement, j'ai de nouvelles données qui vont arriver en flux.
faire ma phase de prédiction grâce à mon modèle. Je vais faire une prédiction, je vais la confronter à la réalité. Si j'arrive à avoir une boucle de feedback de l'utilisation réelle de mon client par rapport à ce que je lui ai proposé, par exemple, je vais avoir la valeur réelle par rapport à ce que je lui ai proposé. Et si, au fur et à mesure, on observe que les erreurs générées, les erreurs de prédiction sont de plus en plus importantes, ça veut dire que mon marché va potentiellement changer. Et donc, du coup, on peut refaire une phase d'apprentissage et donc se réadapter aux données. Donc ça, c'est pour des algorithmes qui restent de manière statique. Il y a aussi des algorithmes, on parle d'apprentissage par renforcement, qui vont se mettre à jour en fonction des nouvelles données qui arrivent. Et donc ça, c'est beaucoup plus intéressant si on a un marché qui change régulièrement. Donc il va adapter ses coefficients, adapter ses règles en fonction il va mettre un poids peut-être plus important sur les nouvelles données qui vont arriver et donc s'adapter au fur et à mesure. Donc ça dépend de l'approche qu'on va prendre. Oui. Oui, l'algorithme peut rester le même, mais les paramètres qui vont me permettre de faire la prédiction vont potentiellement changer. Mais du coup, on peut aussi travailler en mode batch. Si on se rend compte que ça peut être intéressant de relancer notre phase d'apprentissage parce qu'on a de plus en plus d'erreurs qui ont été enregistrées. Donc là, on peut tout réapprendre sur toute ma base entière et donc reproposer ce modèle. En fait, ça va dépendre de la taille de l'algorithme, parce que potentiellement, ça veut dire que, de la taille de l'algorithme et de ton flux, parce que potentiellement, si tu reçois une donnée toutes les minutes, t'as aucun problème. Tous tes algorithmes vont pouvoir s'adapter. Si tu reçois des milliers de données par seconde, si tu as un algorithme qui est long à se mettre à jour, je dirais, là tu vas avoir du mal. Mais globalement, moi j'ai déjà fait ça une fois, un algorithme qui se mettait à jour en streaming, ça posait aucun problème. Donc je pense pas que ce soit globalement... dans tous les cas, le truc c'est que le but du big data, c'est d'être scalable, et donc si tu as beaucoup de données, tu vas simplement te contenter de rajouter des machines et pour pouvoir subvenir à tes besoins. Donc dans tous les cas, ce sera possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au final, on est amené à retravailler nos modèles quasiment constamment. Si on a des nouvelles données qui nous arrivent en flux quotidiennement, parce qu'on parle de plus en plus d'architecture lambda, c'est qu'au final, j'ai appris un modèle sur tout mon historique de données, j'ai pondu un modèle que j'utilise en production, mes données arrivent en flux, j'ai besoin de faire une prédiction en temps réel, j'utilise ce modèle-là, ok, j'ai mes nouvelles données qui arrivent, et une fois que j'ai une quantité conséquente de nouvelles données qui sont arrivées, je vais relancer en parallèle un calcul en base de mise à jour de mon modèle, et ensuite je propose ce nouveau modèle. Pour s'adapter constamment aux nouvelles données qui vont arriver, donc s'adapter aux nouvelles tendances du marché potentiellement. Apparemment, c'est bon. Donc merci encore pour votre présence.